Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, j'ai choisi de boucler la boucle de cette première saison de la Zone Fantastique en vous parlant d'un film qui, de par sa thématique et son récit, fait écho à Last Action Hero, le film de John McTiernan avec lequel j'ai entamé cette première saison. Je vais m'éloigner du travail d'analyse que je vous ai proposé jusqu'ici, car il va s'agir pour moi cette fois-ci de vous expliquer d'un ton critique pourquoi j'oppose la réussite de Last Action Hero au ratage total de Cinéman, comédie d'aventure réalisée par Yann Moix et sortie en salle en 2009. Vous n'êtes plus comme les autres, Dolou. Vous êtes un homme cinéma. Cinéman. Allô, Dolou ? Oui, monsieur Coq. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas le moment, là. Je suis en plein milieu d'une scène d'action. Tiens, méchant. Enfin, écoutez, vous êtes en retard, vos étudiants vous attendent. Vous avez pensé à voir un psychiatre? Vous croyez que je suis fou, c'est ça? Je t'en fous, merde. Ça s'arrange pas, toi, de ma parole, t'es complètement à la masse. Je suis amoureux, Sidonie. C'est la première fois qu'une femme a besoin de moi. Mais avec moi, my sweet, vous allez passer de l'horizon à l'azur. De l'azur au firmament. Puis du firmament au paradis. Comme Danny, le jeune protagoniste de Last Action Hero, Régis Deloup, le héros de Cinéman, voit sa vie bouleversée le jour où il vit l'expérience extraordinaire de passer du monde réel au monde de la fiction cinématographique. Si McTiernan et ses scénaristes ont posé clairement les modalités de ces voyages interdimensionnels, Yann Moix, lui, montre d'emblée la limite d'un concept prometteur en négligeant les règles de son récit fantastique. Au début de Last Action Hero, Danny se retrouve en possession d'un ticket de cinéma magique qui, une fois déchiré, oblitéré, transforme l'écran de la salle obscure en portail interdimensionnel. Danny va pouvoir franchir ce portail et réciproquement, les personnages de Jack Slater 4 vont sortir de l'écran et accéder à la réalité du jeune spectateur. Dans Cinéman, Régis trouve une broche ayant appartenu à l'actrice Viviane Cook et doit embrasser l'objet pour se retrouver dans le film dans lequel se trouve Viviane au fil de ses voyages de film en film. En ce qui concerne les origines respectives des deux objets magiques, d'un côté nous avons Nick, le projectionniste, qui tenait ce ticket de Harry Houdini en personne, du moins à en croire ses dires. Le ticket conserve donc une part de mystère, que nous lui consentons parce qu'il est relatif au goût du secret et aux légendes entourant le monde des magiciens. Dans Cinéman, quand la broche pique le doigt de Régis et que le corps de celui-ci se retrouve en quelque sorte contaminé par le cinéma, son médecin le met en contact avec Pierre Richard, célèbre comédien présenté comme une sorte de gardien du temple cinéphilique. C'est un appel au secours. Un SOS, une bouteille à la mer. Depuis que vous êtes piqué avec cette broche, vous avez été désigné pour la sauver. Votre mission est de partir dans le cinéma pour aller délivrer Viviane et la ramener dans Sissi. Que le cinéma puisse être une matière, une texture, une forme de vie parasitant le réel, et que Pierre Richard, parce qu'il est un corps phénomène taillé pour la comédie, soit un des rares initiés au phénomène merveilleux du cinéma, sont deux idées qui certes ne manquent pas de poésie. Mais comment le médecin que vient de consulter Régis peut-il se douter que Pierre Richard aura les réponses aux questions de son patient, alors que le praticien avoue ne rien comprendre aux symptômes que présente Régis? Et parlons justement des réponses apportées autour du phénomène fantastique, et par extension de la quête qu'il déclenche. Cette quête consiste pour Régis à devenir, à travers ses aventures filmiques, le héros capable de mettre un terme aux méfaits de Douglas Craps, un antagoniste sautant d'un film à l'autre pour enlever de charmantes jeunes femmes. Comment Craps fait-il pour traverser un siècle de cinéma? D'où lui vient ce pouvoir? D'un objet chargé d'une énergie surnaturelle, comme la broche de Viviane? Si on peut envisager que ces questions sont dispensables, en revanche, celles relatives à la quête de Régis et à ses nouveaux pouvoirs sont impossibles à éluder. Dans un premier temps, on comprend que Régis doit rejoindre Viviane dans un film en embrassant la broche, et que s'il quitte ce film, il regagne alors la réalité. Pourtant, après plusieurs voyages, Régis réussit à exfiltrer Viviane d'un péplum et l'emmène avec lui dans un univers urbain crasseux et interlope, mêlant les ambiances de Taxi Driver et d'Orange Mécanique. Franchement, vous êtes ridicule. Et en plus, ici, c'est un endroit très dangereux. Ah, moi, tout ce qui est bas-fond, j'adore. Et vous savez ce que je leur dis aux mecs des bas-fonds, Viviane? Oh, you talking to me? Que Yann Moix propose une porosité entre les films et les univers, pourquoi pas? Cela ouvre le champ scénaristique des possibles, comme lorsque Régis part d'une adaptation de Zorro pour atteindre un opus de la saga Sissi.
Et d'ailleurs, dans une logique du même ordre, le commissariat de police de Last Action Hero est présenté comme une zone de rencontre pour les esthétiques et les genres cinématographiques où un chat de cartoon peut croiser le T-1000 de Terminator 2. Mais pourquoi les voyages de Régis changent-ils de modalité subitement ? A-t-il gagné un nouveau pouvoir en gagnant en expérience ? Dans ce cas, pourquoi nous avoir présenté ces précédents voyages comme des expériences calamiteuses où Régis pêche par arrogance et bêtise au lieu de nous montrer sa progression vers le statut de héros, voire de super-héros ? Autre problème dans l'énoncé de sa quête, à savoir son objet, le cœur de la demoiselle en détresse. Cette demoiselle est-elle Viviane Cook ou bien Sissi, le personnage interprété par Viviane ? Une ambiguïté demeure. Avant d'être enlevée par Douglas Craps, Viviane n'est pas supposée voyager à travers les films en adoptant différentes identités, comme une actrice enchaînant les rôles. Elle déclare d'ailleurs que Craps lui a montré qu'il y avait une autre vie en dehors de Sissi. Si la jeune femme n'avait jusqu'alors connu que l'univers de Sissi, alors elle devrait logiquement se considérer comme étant Sissi, et à supposer que ce sont ses escapades vers d'autres récits et d'autres rôles aux côtés de Craps qui lui ont révélé qu'elle était Viviane, une actrice, donc un être de cinéma polymorphe, alors cette donnée, pourtant intéressante, n'est jamais explicitement posée dans les dialogues, ni dans la mise en scène. Là où Last Action Hero jouait sur les décalages entre l'acteur Arnold Schwarzenegger et son personnage Jack Slater en nous les présentant comme deux individus distincts, aux personnalités différentes. C'est du marrant, Craps, hein, avec ses petites bouts d'oreilles là, puis son sabre. C'est un personnage, hein. Embrassez ma broche lundi, à 14h32 très précise. 14h32, pas de problème, ciao. Cinéman entretient tout au long de son récit une confusion entre les comédiens et les personnages, les célébrités du monde réel et les icônes fictives, en affirmant dans le même dialogue que Régis a rendez-vous avec Catherine Deneuve et qu'il a déjà rencontré Dark Vador. Et puisque je vous fais part des questions qui me traversent l'esprit et auxquelles Pierre Richard n'apporte pas de réponse satisfaisante, je ne peux éviter celle qui concerne le moyen utilisé par Régis pour regagner le monde réel. Ce dernier assimile d'emblée l'idée que les zones aquatiques, comme les puits, les bassins ou les lacs, sont des passages interdimensionnels, sans demander à son mentor en quoi l'eau a un rapport avec le 7e art, en quoi la traversée de l'écran, le retour vers le réel, peut passer par un élément liquide. Représenter un univers fantastique cohérent avec des règles diégétiques solides permet non seulement au spectateur de croire à cet univers lors de sa mise en place au début du film, mais également de comprendre et de ressentir le danger et les enjeux des différentes péripéties qui adviennent par la suite. Ainsi, les défaillances du scénariste Yann Moix se répercutent directement sur les choix du réalisateur Yann Moix, qui, au vu du matériel riche en références cinéphiliques, se devait de rester cohérent et lisible dans ses choix stylistiques, à la manière d'un Michel Hazanavicius élaborant une réalisation exigeante pour ses pastiches de films muets ou de films d'espionnage rétro. Prenons la séquence où Régis revêt les collants verts d'un Robin des Bois version Errol Flynn. On constate un travail de colorimétrie pour évoquer les couleurs flamboyantes du Technicolor de 1938. Un effort formel, aussitôt anéanti par la séquence suivante, où Régis se retrouve dans le lycée où il travaille d'ordinaire, un établissement au décor également saturé de couleurs vives, là où nous aurions attendu une réalité terne, contrastant avec le pouvoir visuel du Technicolor hollywoodien. Toujours dans la séquence de la forêt de Sherwood, on assiste à un combat entre l'ersatz de Robin des Bois et les sbires de Douglas Craps, scène ultra découpée, au montage très dynamique, évoquant davantage le rythme et la spatialisation d'un film d'action des années 90 ou 2000 à la Michael Bay qu'un film de KPDP des années 30. Oh, t'en fous, merde. Oh, je sens que ça va swinguer dans les collants. Ajoutons à cela l'effet sonore d'une guitare électrique qui surgit de nulle part quand Régis se met à jouer du luth, et nous voilà totalement perdus face aux intentions stylistiques du cinéaste. Est-ce que son pouvoir grandissant permet à Cinéman de parasiter une ambiance médiévale avec du hard rock, de rendre une scène de combat plus dynamique en l'agrémentant de codes visuels venus d'une autre époque et d'un autre genre cinématographique ? De la même manière qu'il fait montre de sa capacité à inverser le sens de lecture lors de son passage dans la jungle de Tarzan et à parcourir les liens à reculons à contresens de la temporalité vécue par les autres personnages, une séquence qui, n'en doutons pas, aura influencé Christopher Nolan pour Tenet. Là encore, l'idée que Cinéman développe progressivement le pouvoir d'agir sur les aspects techniques des films, comme le montage, la vitesse de lecture et pourquoi pas les effets spéciaux, est une idée pleine de promesses. Mais nous ne savons pas vraiment comment l'appréhender parce qu'elle n'a pas été préalablement installée dans la logique du récit. Et Yann Moix ajoute à notre sentiment de confusion en montrant que les effets de cinéma suivent Régis jusque dans la réalité où il se retrouve en arrêt sur image en plein plongeon dans une piscine ou poursuivi par des sous-titres français traduisant ce qu'il dit en japonais.
D'étranges effets secondaires dont Pierre Richard semble être le responsable, sans que l'on ne comprenne une fois de plus la place et le pouvoir de ce dernier dans le phénomène fantastique. On en vient à se demander si ces gags visuels ne sont pas là pour servir le versant comédie du film au détriment du récit d'aventure. Comme Cinéman, Last Action Hero est une comédie jouant sur les conventions du cinéma, telles que l'invulnérabilité de Jack Slater ou les improbables raccourcis scénaristiques lorsque Danny est dans le film. Mais ces gags s'inscrivent dans la dynamique du récit d'aventure et ne nuisent jamais au rythme des séquences d'action. Non mais c'est absurde, enfin ton truc, Cheetah, ça ne marchera jamais. T'imagines, toi Tarzan à l'envers, le roi de la marche arrière. En fin de compte, Cinéman nous apparaît comme le rêve incohérent et fou d'un spectateur hypermnésique, alignant les références et les plaisirs esthétiques comme autant de friandises cinéphiliques, en oubliant ainsi de nous servir un plat consistant, à savoir un récit structuré et émouvant. Le parcours émotionnel de Régis, qui aurait dû servir de ligne directrice à ce récit, nous apparaît en fin de compte totalement décousu et secondaire. Preuve de ce sabotage, la musique omniprésente qui ajoute à une partition originale des morceaux additionnels piochés dans la chanson française sans nous aider pour autant à saisir les émotions du protagoniste. Et autre preuve plus flagrante encore, les dialogues redoublés en post-production, non pas pour pallier les échecs de la mise en scène dans la narration, mais pour remplacer des traits d'humour poussifs par d'autres traits d'humour poussifs. Dès lors, il nous est impossible de comprendre ce qui meut Régis. Personnage arrogant et odieux, gagnant soudainement un peu de douceur dans le quart d'heure final, sans qu'on ait véritablement saisi quelles étapes de ses aventures ont influé sur son comportement. Cinéman nous donne l'impression d'un film en kit, dont il manquerait quelques pièces importantes, mais dont les spectateurs et spectatrices les plus motivés pourraient eux-mêmes élaborer la notice, également oubliée ou perdue. Une fois le visionnage terminé, ils peuvent ainsi imaginer leur propre version du récit, où chaque film visité par Régis et Viviane serait une épreuve forgeant leur relation amoureuse, afin que cette relation nous apparaisse essentielle et crédible à la fin de l'aventure. Dans Last Action Hero, Jack doit dans un premier temps subir et canaliser Danny, un adolescent qui n'a rien à faire dans l'univers viril et effervescent de Jack Slater 4. Et c'est justement grâce à l'argument fantastique du film de McTiernan, à ce passage de l'autre côté de l'écran, que le personnage de l'Action Hero, ébranlé dans ses certitudes, fendra l'armure pour laisser transparaître l'affection et la complicité qui le lient à Danny. Si vous sauvez la petite, eh ben ce sera vous le héros de Loup. Et alors? Vous savez que dans un film, le héros, il a toutes les femmes. Je pars quand? Yann Moix exploite son concept tantôt comme un cartoon, tantôt comme un conte, dont il faut accepter les incohérences au nom du burlesque ou de la poésie. Un contrat difficile à passer avec le public dans le cadre d'un long métrage d'1h30. J'ai évoqué quelques points de dissemblance avec Last Action Hero, mais j'aurais pu également dresser un parallèle édifiant entre Cinéman et Ready Player One de Steven Spielberg, qui, au-delà du 7e art, prend les différents médias de la pop culture comme terrain de jeu d'un récit se déroulant lui aussi sur divers plans de réalité et de fiction. Cette adaptation du roman de Ernest Cline, au budget de blockbuster, n'aurait pu être qu'un spectacle méta tout aussi mal pensé et mal agencé que Cinéman, si un réalisateur du calibre de Steven Spielberg n'avait pas veillé à irriguer son récit d'émotions et de réflexion sur le rapport qu'entretiennent ses personnages avec le virtuel, la culture populaire et l'industrie du divertissement. Si j'ai voulu dans cet épisode étudier le cas désastreux de Cinéman, c'est bien entendu pour critiquer le traitement inadéquat de son argument fantastique, mais également pour mettre en lumière une conception du cinéma de divertissement qui appelle aujourd'hui une utilisation du genre de plus en plus superficielle. Tous les réalisateurs n'ont pas la rigueur d'un Spielberg, et certaines productions préfèrent rester à la surface du méta, jouant sur la profusion et l'accumulation, afin de délivrer au public quelques doses de nostalgie ou de fanservice à effet immédiat, au détriment de l'effet à long terme que procurent les récits intelligibles, efficaces et porteurs de sens. Cinéma ou réalité? Je sais maintenant que le seul monde qui compte, c'est l'amour. Nous avons tous une princesse qui nous attend quelque part et une broche à lui rendre qui nous a piqué en plein cœur. Voilà, cet épisode conclut la première saison de la Zone Fantastique. Je ne peux pas vous donner avec certitude une date pour la deuxième saison, mais je vais tâcher de m'organiser pour que cela soit le plus tôt possible. Un conseil pour l'été, restez au frais devant de bons vieux films fantastiques, abonnez-vous au podcast du blog du cinéma si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.